Très rapidement, ça m'a fait penser à une phrase qu'André Orléans a écrite, je ne sais plus où, mais que j'ai retenue, qui était que la monnaie est une institution plus forte que le marché. Et ici, dans la présentation, on a l'impression que c'est un peu le même type d'exercice auquel Marc Langlais cherche c'est un peu le même type d'exercice auquel il se confronte, puisqu'il s'intéresse à la question de la régulation financière, en essayant de s'appuyer sur différentes approches de la philosophie financière. C'est un exercice très délicat, pluridisciplinaire, sans doute très riche. Alors, j'aimerais quand même avoir sa réaction par rapport à cette phrase d'André Orléans. La monnaie est une institution plus forte que le marché. Je voudrais savoir si vous pensez que la finance est une institution plus forte que le marché. Et puis, deuxième question, c'est lorsque vous avez présenté cette question de la jurisprudence, lorsqu'on vous écoute dans la présentation, vous donnez l'impression que la jurisprudence est une espèce d'ordre spontané du droit qui va émerger des différentes singularités. C'est comme ça que j'ai compris en tout cas. Et ça m'a fait penser à quelque chose que vous n'avez pas mentionné, mais qui finalement que vous critiquez au départ, qui est l'hypothèse d'efficience des marchés à la FAMA, où on a une espèce d'ordre spontané qui va s'appliquer au monde de la finance. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le fait que vous rejetez l'hypothèse d'efficience des marchés, si j'ai bien compris, mais à la fin, vous revenez avec une conception de la jurisprudence où il y a un ordre spontané qui émerge justement de ces singularités des agents économiques, on va dire. Donc c'est une question. Sur la présentation de Quentin Bader, j'avais déjà eu l'occasion d'écouter Quentin Bader et j'avais déjà eu l'occasion de l'écouter sur le rapprochement, sur la connexion qu'il pouvait y avoir entre Bernard Schmitt et Gilles Deleuze. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable de pouvoir faire en quelques minutes une espèce de synthèse à la fois de Deleuze et de Bernard Schmitt, ce qui est un truc, à mon avis, qui est impossible à faire, déjà dans une thèse de doctorat. Alors en 5 minutes à l'oral, c'est un exercice vraiment délicat. Moi, ce que je retiens quand même dans ce qui a été dit, ça n'a pas été développé, mais à mon avis, ça mériterait d'être développé, c'est la question de la déterritorialisation. Parce que finalement, Schmitt, il s'intéresse à ça sans s'en rendre compte, et Deleuze aussi. Et lorsqu'on s'intéresse aux questions financières, la déterritorialisation, elle est évidente, puisqu'on parle de finances globalisées, mais lorsqu'on s'intéresse au monétaire, la déterritorialisation, elle est aussi à l'œuvre depuis pas mal d'années, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a à la fois des monnaies qui sont développées à l'échelle locale, des monnaies locales complémentaires, on a des formes de monnaie régionales qui sont en train de se mettre en place, des initiatives sur différents continents qui visent à mettre en place des mécanismes de paiement ou des monnaies régionales. On voit bien que l'euro, c'est une forme de monnaie régionale qui n'est pas complète, on voit bien qu'elle pose beaucoup de problèmes. Et puis à l'échelle internationale, pareil, on a le dollar qui est dominant, mais sa suprématie est contestée. Donc cette question de la déterritorialisation des monnaies, c'est une question qui avait été traitée qui est toujours traitée par un économiste canadien qui s'appelle Eric Leiner, qui avait écrit un bouquin là-dessus très intéressant. Il me semble que ça mériterait d'être davantage développé. J'aimerais savoir ce que Quentin en pense. Sur la présentation de Vittorio, que j'ai trouvé très stimulante, parce que on entend trop rarement, je crois, dans les colloques, des tentatives de concilier à la fois les approches régulationnistes ou institutionnalistes et les approches post-keynésiennes. Bon, moi je suis convaincu qu'il y a une complémentarité, que le dialogue entre les post-keynésiens et les institutionnalistes ou régulationnistes sont des discussions qui sont fécondes. Et heureusement, il y en a de plus en plus au fil des ans, et le congrès de la FEP permet de réunir ces différentes approches. Alors, où est-ce qu'il est, Vittorio ? Ouais. Alors, il essaye de faire ça dans son approche. Alors, j'ai néanmoins quelques remarques et critiques à faire. C'est ce qui m'a étonné, enfin, c'est pas une critique, c'est une remarque. Lorsque tu t'intéresses à cette question des régimes monétaires, pour moi, spontanément, ça a renvoyé tout d'abord à ce que tu as dit très rapidement, c'est-à-dire régime de change, c'est-à-dire des choses assez anciennes. Et puis ça renvoie aussi pour moi à ce que nos collègues qui font de l'économie politique internationale appellent, eux, régime monétaire. Alors malheureusement, cette discipline, l'économie politique internationale, n'est pas très développée en France, c'est plutôt dans le monde anglo-saxon.
qu'elle est développée par des politistes, des spécialistes des relations internationales et quelques économistes. Mais eux, ceux qui font de l'EPI, l'économie politique internationale, ce qu'ils entendent par régime monétaire, c'est tout à fait autre chose. Et surtout, ils font la distinction entre système monétaire et régime monétaire. Les régimes monétaires, ça renvoie, on va dire, aux acteurs, aux pratiques à un moment donné, sans nécessairement qu'il y ait un système organisé. Ça renvoie aux acteurs, à des conventions. Ils n'utilisent pas le terme, mais finalement c'est ça, ça renvoie à des conventions. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de système monétaire international. Par contre, il y a un régime monétaire international qui est fondé sur la suprématie du dollar, avec concurrence, ou en tout cas des compartiments où l'euro, voire d'autres devises, conquièrent quelque part de marché dans des fonctions de monnaie internationale. Donc, je trouve que cette distinction entre régime monétaire et système monétaire est très intéressante. Parce que finalement, ce dont tu traites plus des régimes de politique monétaire, ou des systèmes de politique monétaire qui sont mis en place. Le terme régime qui renvoie plutôt à régime d'accumulation, c'est-à-dire une grille de lecture très régulationniste finalement. Donc ça m'a un peu gêné, mais finalement, une fois que j'ai accepté le langage que tu utilises, ça m'a moins gêné. Parce que finalement, tu renvoies à ce que les régulationnistes ou les institutionnalistes appellent, ou même les post-keynésiens, appellent des compromis monétaires. Les travaux que tu cites sur l'inflation chez les post-keynésiens ou l'hyperinflation, comme ceux de Sébastien Charles et de Jonathan Marie, que tu connais sans doute, c'est comme ça qu'ils parlent de compromis monétaire, mais en réalité, les régulationnistes utilisent le même terme. Et là, on voit bien que les régulationnistes et les post-keynésiens, finalement, utilisent les mêmes concepts. Alors, je voulais avoir ton avis là-dessus, sur cette définition du mot régime monétaire. Est-ce que tu devrais... Est-ce que tu laisses de fait cette définition qui est donnée par les spécialistes d'économie politique internationale ou tu cherches à développer toi-même ta définition, avec encore une fois une démarche ambitieuse qui cherche à synthétiser des approches largement développées en France. Très intéressant. Sur le dernier papier de Jacques Ninet qu'on aimerait entendre plus longtemps, j'aurais beaucoup de choses à dire aussi. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce que vous avez dit à la fin. Je ne l'ai pas lu, ça, mais ce que vous avez dit à la fin sur le fait qu'on a au niveau international des pays qui n'ont pas, les mêmes caractéristiques au niveau de leur conception de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Et je crois que ça, effectivement, on a tendance à le sous-estimer. Quand vous dites que le Japon, ils ont seulement 2%, c'est ça, de la dette publique qui est libellée, qui est détenue par des résidents, c'est clair que ça change complètement la donne avec la zone euro et avec les États-Unis. Puisqu'aux États-Unis, on est dans une situation différente, puisqu'ils disposent du privilège exorbitant pour l'instant du dollar, et une partie de leur dette publique est détenue, non pas pour des raisons de financement de la dette publique, mais tout simplement parce que c'est l'instrument, les bons du Trésor, c'est l'instrument de liquidité ultime du régime monétaire international d'aujourd'hui. Dans la zone euro, c'est encore différent, puisqu'on n'a pas de bons du Trésor unifiés, homogènes. On a des bons du Trésor qui sont différenciés, très hétérogènes, comme vous l'avez dit. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, parce que les régulationnistes, à mon sens, ne travaillent pas suffisamment là-dessus, alors qu'il y a des économistes internationalistes qui, eux, mettent l'accent là-dessus en distinguant ces différences de structure. Alors néanmoins, j'ai quand même quelques questions à vous poser là-dessus. Lorsque vous dites qu'il n'y a plus d'inflation, certains disent que finalement, l'inflation, au sens traditionnel des économistes, qui est mesurée par l'indice des prix à la consommation, aurait disparu, mais qu'elle aurait été remplacée par l'inflation financière, c'est-à-dire les bulles d'actifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que finalement, il y a toujours de l'inflation, mais sauf que c'est une inflation qui a des formes différentes? Et puis, dernière question, lorsque vous avez mentionné la MMT, la théorie monétaire moderne, qui est très en vogue actuellement aux États-Unis, qui est développée par des économistes qui sont néo-chartalistes ou post-keynésiens. J'aimerais avoir votre position là-dessus. Est-ce que vous voyez ça d'un œil très critique ou est-ce que vous vous en réjouissez? Moi, je regarde ça avec grand intérêt parce que je trouve que dans l'approche MMT, il y a
cette vision qu'ils ont de mettre en avant ce qu'ils appellent les systèmes monétaires souverains, en disant que finalement, aujourd'hui, face à la globalisation financière, chaque pays devrait reconquérir une forme de souveraineté. Et eux, pour eux, la souveraineté, elle est très simple, c'est on s'endette en monnaie nationale et pas en devise. Et là, on voit bien que les pays en développement, eux, sont vraiment ennuyés par rapport à cette question, parce que les pays en développement sont obligés de s'endetter aujourd'hui en devise, contrairement aux États-Unis ou à d'autres pays. Et pour eux, la seconde caractéristique d'un système souverain, c'est la possibilité, la monétisation des dettes publiques. J'aimerais avoir votre avis sur ces deux points-là, c'est-à-dire le péché originel, l'endettement en devise ou en monnaie nationale, et puis la question d'un déficit illimité, puisqu'il serait monétisé par la Banque centrale. Alors enfin, deux questions générales pour l'ensemble des contributeurs à l'atelier. Bon, ce serait une question qu'on pourrait poser à un examen. Il se trouve que j'ai corrigé des copies il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que c'est t'en veux encore une couche. Mais quelle est la distinction qu'on peut faire entre monnaie et finance? Parce que finalement, c'est vraiment un sujet d'examen. On a du mal. Non, mais franchement, on a du mal à suivre. C'est quoi la distinction entre monnaie et finance? Si on prend la définition de la monnaie telle qu'elle a été définie par Quentin, avec les travaux Deleuze, Schmitt, etc., bon, on voit tout de suite. Mais dans d'autres approches, c'est beaucoup plus flou. Et puis, autre question qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure au départ. Ce renouvellement auquel on assiste là, depuis quelque temps des théories monétaires et des théories financières, il va de pair avec un renouvellement des pratiques monétaires et financières, avec un foisonnement des pratiques monétaires et financières, avec l'apparition d'innovations financières, de nouveaux outils monétaires et financiers. Est-ce que les deux vont ensemble ou c'est une coïncidence? Est-ce que la théorie monétaire et financière se renouvelle parce qu'il y a des nouveaux outils et de nouvelles pratiques, ou l'inverse? Est-ce qu'il y a des nouveaux outils, des nouvelles pratiques parce qu'il y a une nouvelle théorie, des nouvelles théories qui apparaissent? Voilà, je m'arrête là, puis j'étais long, mais j'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. Merci, écoute, c'était très bien. Est-ce que vous répondez d'abord ou on demande peut-être que c'est intervenant de Vienna, non? Oui. Jacques, si vous voulez dire... Oui. Et qu'est-ce que vous voulez répondre d'abord ou on demande à la salle d'intervenir Vous voulez. Qu'est-ce que vous on peut répondre rapidement. Okay. Alors essayons de répondre. Un premier tour de essayons table. chacun d'être bref dans les réponses et dans les questions, comme ça on pourra interagir. Alors, merci pour les questions. Je vais essayer d'y répondre avant que de composer donc, sur les deux sur l'examen. Je vais d'abord répondre à la deuxième question sur la jurisprudence comme ordre spontané du droit. En fait, le droit entendu comme ordre spontané, c'est la théorie néolibérale du droit, parce qu'on l'appelle comme tel, qui utilise cette expression. Donc moi, en fait, c'est l'inverse. C'est que ce qui m'importe, c'est en fait la part créative, assertive, interprétative de la régulation, qui est en fait systématiquement passée sous silence. Par ailleurs, il n'y a pas forcément, j'entends bien le point sur la question de l'ordre spontané, mais les avis sont documentés, relus, réécrits, réutilisés et rebricolés, donc il y a une sorte de dynamique aussi de ces avis rendus sur le vif. Et en fait, j'ai envie de dire, pour moi la théorie de l'efficience, elle a une forme d'incapacité métaphysique au sens où elle fonctionne davantage comme un langage partagé, une référence que tous les intermédiaires financiers utilisent et dont ils ne sont pas dupes, ils savent très bien que c'est une théorie. Sauf que les textes de régulation sont infoutus de dire ce que c'est un marché. Vous prenez n'importe quel texte de régulation, on ne dit jamais un marché, c'est un présupposé, jamais discuté. Et bon, moi, il y a qu'à y réfléchir, un marché de dérivé de crédit, c'est pas la même chose qu'un marché action, par exemple. Les règles sont pas les mêmes, on négocie pas de la même façon, la matérialité de l'objet ne se traduit pas de la même façon. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de redonner un peu de place à la question de la situation et de montrer la nécessité qu'il y a de prendre ces sujets de ce que signifie réguler au sérieux. Il ne s'agit pas de simplement dire on va mettre en place des règles. Bon, il faut sans doute le faire. Mais comment ça se passe pour les gens qui doivent appliquer et vivre dans ces règles et les faire vivre. Quant à la première question, qui est une question redoutable, moi j'ai envie de dire que
c'est peut-être le marché qui est plus fort que la finance. Si on entend le marché comme un lieu d'écriture du prix, ou un lieu d'advenu du prix, et voilà, et la finance entendue comme, on va dire, le versant théorique, en fait, le marché donne toujours plus que ce qu'on peut en dire. Un peu presque comme, pour utiliser un terme de phénoménologie, un phénomène saturé qui fascine, qui donne plus que ce qu'on arrive à en recevoir. Donc je retournerai mais bon, encore une fois, je suis pas économiste, donc je peux me permettre de dire ce genre de choses qui me font peut-être pas chance. Quentin? Oui, sur la reterritorialisation, j'ai pas eu le temps de le dire, mais effectivement, moi c'est très très clair. Deleuze, il identifie la schizophrénie du capitalisme aussi, c'est ces deux tendances à la déterritorialisation et à la reterritorialisation qui sont complémentaires. Et justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est de relire Deleuze aujourd'hui et de voir effectivement qu'aujourd'hui, on est clairement dans une phase de reterritorialisation. Et comme disait Deleuze, reterritorialisation factice ou fasciste ou néofasciste. Et donc ça, c'est... Alors, sur la monnaie maintenant, donc ça, c'est les tendances du capitalisme. Donc effectivement, on voit bien qu'avant la crise, enfin, on avait plutôt une tendance à la déterritorialisation, à la mondialisation. On voit bien que le commerce international... Tout ça. Alors sur les monnaies, ce qui est intéressant, c'est que, je n'ai pas le temps de le dire, mais la monnaie de paiement, effectivement, elle est beaucoup plus reterritorialisée. L'idée de Deleuze, effectivement, c'est que la monnaie de crédit, elle est déterritorialisante, alors que justement la monnaie de paiement des salariés, d'une certaine manière, ils sont fixés. Donc la monnaie de paiement, justement, elle est beaucoup plus territorialisée. Alors sur les questions des monnaies internationales, je ne saurais pas trop comment répondre, si ce n'est en disant qu'effectivement, ce qui est important chez Deleuze, je le dis sur la question de la variété du capitalisme, c'est que Deleuze ne pense pas du tout qu'il devrait y avoir une monnaie unique et qu'il pense au contraire que l'axiomatique du capitalisme a besoin de produire de la différence. C'est l'idée de Deleuze aussi, c'est aussi une des forces, c'est qu'il ne va pas du tout dans le sens d'une homogénéisation. La mondialisation pour Deleuze et Guattari, ça ne signifie pas homogénéisation. Après, du coup, ça signifie qu'effectivement, il y a une monnaie dominante, mais il n'y a pas l'idée qu'on va vers un régime avec une seule monnaie. Sinon, sur les questions de monnaie régionale ou des monnaies complémentaires, effectivement, moi je pense que les monnaies complémentaires, ça serait la question d'une bonne reterritorialisation, justement. Pas d'une reterritorialisation identitaire ou sur une identité factice, etc. Mais ça serait effectivement la bonne voie, au fond, des monnaies complémentaires. Et sur cette question de la reterritorialisation, je me permets simplement pour terminer de renvoyer à mon article, parce qu'effectivement, sur la question de l'euro et de l'intervention de Draghi, d'une certaine manière, eh bien, la Grèce a pu se reterritorialiser dans l'euro grâce à cette intervention. C'est-à-dire qu'effectivement, elle était en même temps à l'intérieur, on ne savait pas si elle allait sortir de la zone euro, et d'une certaine manière, l'intervention de Mario Draghi l'a reterritorialisée sur l'euro. Donc là, ça serait un exemple, effectivement, mais ce que j'explique dans l'article, c'est-à-dire sous un statut particulier. C'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte sous un statut subordonné. C'est-à-dire qu'une certaine manière, elle était tout à fait maîtresse de ses politiques, sa politique même budgétaire. Donc effectivement, à partir du moment où elle accepte d'utiliser l'euro, elle est reterritorialisée sur l'euro, mais sous un régime où en fait, elle est plus souveraine. On peut dire qu'à certaine manière, elle est plus souveraine. Merci. Victor Hugo. Alors, pour la question régime monétaire, système monétaire, alors la question de l'économie politique internationale, ça va aller vite parce que, très sincèrement, je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas tombé dessus, que ce soit dans les recherches ou dans les conversations, donc je ne peux pas répondre là-dessus. Par contre, sur la terminologie en tant que telle, moi j'ai choisi le terme régime monétaire un peu par défaut parce que je suis parti, j'ai été formé comme régulationniste et je suis parti des formes institutionnelles de Boyer. Donc en fait, j'ai vu dans les différentes recherches que j'ai effectuées que quand différents auteurs régulationnistes parlaient de régime monétaire ou de système monétaire, en gros, ils désignaient à peu près la même chose. C'était à peu près le même objet. Donc moi, fondamentalement, la question terminologique, ça va être ma réponse aussi à ta première question d'examen. La question terminologique, dans ma démarche, elle n'est pas si importante. Franchement, donc, je peux répondre tout de suite dans la distinction entre monnaie et finance, j'en ai pas la moindre idée. Mais si on peut se mettre d'accord sur l'objet concret qu'on regarde, on peut se mettre d'accord sur les termes. Et donc, pour terminer l'histoire du régime, moi, le concept de régime, quand j'avais étudié la question, m'avait paru plus approprié que le concept de système, parce qu'il portait en lui, ou plutôt parce que le système portait en lui une connotation beaucoup plus neutre et beaucoup plus statique.
Alors que la notion de régime, même quand on regarde comment les auteurs qui utilisent ça théorisent le mot en tant que tel, il y a une notion de conflictualité, il y a une notion de dynamique, et il y a une notion de changement qui éventuellement peut être permanent. Donc il y a une connotation dans le mot régime qui est liée à tous ces chemins théoriques que je n'ai pas retrouvés dans le terme de système. Encore une fois, après, si ce que je veux regarder, que j'ai défini là-haut, doit s'appeler système, ça doit s'appeler système. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Alors, par contre, pour la deuxième question d'examen, le renouvellement théorique avec les pratiques, moi, en tant que lecteur de l'idéologie allemande et d'été sur Feuerbach, je ne peux pas te dire que c'est la théorie qui se développe d'abord et les pratiques qui suivent. Si tu veux, les théories, quelles qu'elles soient, ne se développent pas dans un éther autonome. Et moi, je peux te dire, par exemple, dans le cas de la Banque Centrale Européenne que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse, que là-dedans, non seulement les mobilisations théoriques se sont adaptées à la nécessité pratique, parce que quand on regarde les auteurs cités dans les discours, par exemple, avant et après la crise, c'est plus les mêmes. On a des auteurs qui changent, des auteurs qui étaient cités souvent avant la crise, qui sont plus cités du tout après. Et pour la question des modèles théoriques, non seulement la pratique de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, que ce soit avant ou après la crise, ne correspond à aucune théorie économique en circulation, absolument aucune, elle est en cohérence totale avec aucune, mais en plus de ça, avec les politiques monétaires non conventionnelles, elle s'est retrouvée face à un problème qui est, on a une nécessité qui implique de mettre en place ces politiques, et on a des modèles qu'on utilise pour faire des prévisions, des choses comme ça, qui ne contiennent pas ces politiques en eux. Et donc et ils sont encore en train de le faire je pense, il a fallu adapter ces modèles aux pratiques qu'on a développées avec la nécessité de la crise. Donc pour ta question, moi je pense que c'est vraiment la nécessité pratique qui fait bouger la théorie. Voilà. Merci. Alors, sur l'inflation, mon approche était de dire la manifestation d'une chute de confiance dans la valeur de la monnaie. Alors c'est clair que, comme je l'ai montré, il n'y a pas de... quand on pense à inflation, on pense aux spirales inflationnistes, spirales prix-salaire, les choses qui peuvent déboucher sur de l'inflation galopante, ou sur du bank run, ou sur des fuites de capitaux. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans le monde, parce que le monde émergent s'est aligné pour la plupart des pays sur ce régime, il n'y a plus de mécanismes automatiques d'enclenchement de spirale prix-salaire. Donc après, de savoir s'il y a de l'inflation, encore une fois, à 0, 2 ou 5%, je pense que c'est un problème de mesure, et donner un chiffre global n'a peut-être pas beaucoup de sens. Alors après, il y a la vraie question, c'est donc inflation des prix et des salaires ou inflation des actifs financiers. On a l'exemple le plus frappant, enfin le premier exemple de ça dans la période moderne, c'est le Japon des années 80, où effectivement on voyait des émissions, une masse monétaire M3 qui augmentait et des prix des salaires qui n'augmentaient pas, et une Nikkei qui est montée à 40 000, dont il est toujours à peu près à la moitié 30 ans après. Donc ça, je pense que c'est bien sûr, mes collègues de Poitiers en 2006, et ça va rejoindre la question finale sur monnaie et finance, mes collègues de Poitiers avaient écrit en 2006 un papier sur monnaie de revenus et monnaie d'échanges patrimoniaux. Et comment les deux, en fait, coexistent, mais avec des variations de vitesse de circulation et des variations de volume en fonction de la situation. Donc je pense qu'il y a une partie de la monnaie qui peut être hors de la finance, pour répondre à la question de cours, hors de la finance, et d'ailleurs je pense que c'est bien ce que font les monnaies locales, c'est de revenir des monnaies strictes d'échange de services et de salaires, et se déconnecter des échanges patrimoniaux de la sphère financière. Donc, il y a une partie qui est sur plan, enfin qui absorbe, et l'autre qui peut rester en dehors. Et alors la question finale sur la MMT, design is different, moi j'entends ça depuis 40 ans, donc je pense qu'il y a des invariants et que des théories fleurissent pour épauler effectivement des nouveautés, mais qui ne sont peut-être pas aussi profondes que ça. Par contre, je pense que là aussi il faut aborder la question un peu zone par zone, en tout cas pays par pays, et dire la MMT ça peut faire partie d'un policy mix,
Mais c'est très différent de dire ce que disent un peu les Américains aujourd'hui. On peut réguler l'économie par les taux, mais on peut aussi avoir un curseur sur la dépense publique et sur le financement, enfin la monétisation de cette aide publique, qui était probablement un peu l'idée de Keynes quand il parlait de ces bons gouvernementaux pour financer la guerre, qu'on rachètera après. Voilà, donc c'est pas si nouveau que ça, et c'est crédible. Et puis l'attitude du Japon et potentiellement de la BCE, qui elle dit je vais faire, alors pour la BCE en plus avec des créanciers extérieurs, des pétro-dollars, des exportateurs asiatiques, etc. Donc de faire ça pour une dérive budgétaire qui n'est pas conjoncturelle mais qui est constante. Si on prend la situation, je parlais tout à l'heure en Europe de la fragilité du rapport des pays composantes, depuis la mise en place du quantitative easing en Europe, le déficit budgétaire a augmenté de 18%. Non, le ratio de dette, pardon, le ratio de dette a augmenté de 18% en France, et il a diminué de 18% en Allemagne. Donc là, il y a un problème fondamental. Et donc, si cette nouvelle théorie, c'est-à-dire on peut faire n'importe quoi, faire marcher un hélicoptère monétaire, ça n'existe pas. Merci. Peut-être on peut rappeler à ce moment-là, que vous ne l'avez pas cité, mais il y a l'hypothèse qu'a faite ce matin Marc Lavoie, qui quand même, je trouve, est assez éclairante, c'est-à-dire de considérer qu'il y a deux MMT. Il y a une forme qui est là, peut-être. Non. Donc, il a expliqué un truc intéressant, c'est qu'il y a, selon lui, on pourrait distinguer deux formes de la MMT. Une forme académique et, comment dirais-je, sophistiquée, et qui fait attention à ce qu'elle dit, et qui d'une certaine manière, ne serait pas d'accord avec une forme populaire qui, elle, pousse à l'excès un certain nombre de choses, comme des motifs de vente, et d'ailleurs, elle est très bien vendue sur Internet. Et donc, je pense que c'est peut-être intéressant de garder ça en tête sur la MMT. On peut peut-être considérer, même moi j'ai beaucoup de désaccords avec elle, mais qu'il y a un certain noyau qui est quand même assez solide et sur lequel on peut discuter. Et puis, il y a des formes qui sont plus du niveau du buzz Internet que de véritablement... j'ai pensé que ce que dit Marc ce matin était tout à fait éclairant. Mais ce sera un point sûrement crucial de la campagne électorale aux États-Unis. Probablement aussi, qui plus est. Il nous reste encore 10 minutes, donc les questions sont les bienvenues. Oui. En ce qui concerne Deleuze, si j'ai bonne mémoire, selon vous, les crypto-devises reflèteraient un tournant deleuzien de la théorie financière. Oui, selon un des auteurs dont je parlais. Voilà. Mais oui, c'est ça. D'abord, je souhaiterais que vous m'expliquiez pourquoi. Et secondo, les crypto-devises sont une réalité, une pratique, avant d'être une théorie. Seconde question, à supposer que ce tournant soit avéré, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire? En quoi serait-il pertinent de le mettre en lumière et de l'analyser? En fait, je ne suis pas sûr que je parlais des devises, je parlais plutôt de la finance synthétique. J'ai cru voir crypto-devises, je me suis peut-être trompé. Oui, en fait, effectivement, il y a deux utilisations. Il y a les crypto-devises, parce qu'il y a l'intérêt justement pour les monnaie complémentaire et pour une émission qui serait plus centralisée. Donc là, en fait, c'est le modèle du rhizome. Donc le rhizome, en gros, c'est un réseau acentré où on peut entrer par n'importe quel point, et ça s'oppose au modèle de l'arborescence, qui est le modèle, en gros, il y a un auteur qui s'appelle Marco Sacchi qui développe ça, et son idée, c'est que, par exemple, le modèle arborescence, c'est le modèle de la Fed, avec la Fed en haut, les banques centrales régionales, etc. Donc ça, c'est un modèle top-down, si vous voulez. Et en gros, son idée, c'est que face à ça, il y aurait le modèle rhizomatique, qui serait plutôt, comment on dit, bottom-up, si on veut simplifier. Et donc, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, l'apport à ce moment-là de la théorie deleuzienne, ça serait l'idée de rhizome. Par exemple, le Bitcoin, c'est vrai qu'à un certain moment, on pouvait se demander si ça n'avait pas, surtout que c'était une monnaie c'est une monnaie un peu internationale, si ça n'avait pas la structure d'un rhizome, si ça n'avait vraiment pas de sens. Si on pouvait prouver que la blockchain empêche, mais en fait je ne suis pas du tout convaincu, mais si effectivement il y aurait quelque chose de cet ordre-là, si on pouvait prouver que le Bitcoin est un réseau totalement acentré, je ne pense pas, mais voilà, ça serait l'idée de cette notion de rhizome. En tout cas, ces auteurs qui mobilisent dans le cadre des cryptocurrencies, ce qui les intéresse effectivement,
c'est qu'il n'y a pas de... il y a l'idée qu'on arrive à éliminer en tout cas des endroits où le pouvoir se concentre. Et c'est ça qui serait deleuzien. Oui, ça serait rhizomatique, et ça serait deleuzien au sens de ce concept de rhizome, qui est l'idée effectivement d'un réseau acentré, où il n'y a pas de centre bien déterminé, contrairement à une banque centrale dans un pays ou à des banques systémiques qui sont des points névralgiques dans un système financier traditionnel. Et sinon, sur l'autre chose, en fait, je parlais d'un auteur qui dit que Différence et répétition, c'est un ouvrage de critique de l'économie politique. Donc lui, en fait, Différence et répétition, il le lit comme vraiment une nouvelle économie politique qui nous permet de penser ces produits financiers, comme j'ai dit, cette finance synthétique, parce qu'il pense que ça remet en cause la notion de valeur fondamentale, que justement ces actifs, c'est une répétition du sous-jacent, mais une répétition créatrice. Donc, je reprends la distinction qui est chez Deleuze entre répétition mécanique et répétition vivante ou créatrice. Et donc c'est lui, effectivement, il voit, je ne sais pas si à ce moment-là ça servait, parce qu'effectivement ces produits existent déjà, mais lui, en tout cas, il inclinerait à les lire comme véritablement une rupture, un changement de nature. Il insiste beaucoup là-dessus. Il dit, les options, les dérivés, finalement, ça existe depuis très très longtemps. C'est son idée, il dit, voilà, finalement, et c'est vrai, même, finalement, on pourrait considérer effectivement les options, mais il dit, avec la finance synthétique, structurée, etc., on produit véritablement des nouveaux actifs qui n'ont pas une valeur fondamentale qui peut être établie simplement par rapport au sous-jacent, qui interagissent avec le sous-jacent, etc. Et donc ça crée quelque chose de nouveau. Et donc là, on aurait deux attitudes, une attitude critique, et là, il est très critique envers des marxistes, il les appelle les proto-ludites, pour dire qu'ils veulent revenir justement à des produits financiers simples, et lui, il dit au contraire... il faut considérer ça comme... Une autre question. Merci. Bon, comme la session c'est sur le renouvellement des théories monétaires et financières, je me suis demandé, avec la crise écologique, la crise du climat, est-ce que vous avez vu que cette crise a eu un effet sur les théories de la monnaie, des finances, et si oui, quel est-ce que vous avez trouvé intéressant et utile? Alors, il y a eu deux phénomènes boursiers intéressants cet été. Il y a eu la chute de l'action Bayer, sur l'action Bayer Monsanto, qui a baissé de 60%, quelque chose comme ça, depuis le début des incidents réputationnels, on va appeler ça comme ça, l'histoire du... Voilà le nom du chef, bien entendu, du produit toxique. Et puis il y a eu une autre idée, c'est un autre phénomène, c'est Cook, Thomas Cook, le voyagiste, qui a perdu aussi beaucoup d'argent en bourse, enfin, dont le cours a beaucoup baissé en bourse, sur la modification des comportements touristiques des Scandinaves. Voilà. Et alors moi, ce que je pense, c'est que c'est un facteur qui peut être énorme, c'est que moi j'ai une culture d'obligataire. Et dans le monde de la finance, les obligataires travaillent dans un monde fini, parce que sur une obligation, ce qu'on a gagné avant, en plus, c'est ce qu'on gagnera en moins après. Le total ne bouge pas et c'est fini. Alors dans le monde des actions, c'est un monde infini. 99 ans, bon, c'est l'éternité, on peut faire ce qu'on veut. Or là, tout d'un coup, on voit survenir des événements qui peuvent bouleverser instantanément l'horizon. Voilà. Le business model peut être, sur des phénomènes climatiques ou autres, totalement bouleversé instantanément. Et donc ça introduit un facteur supplémentaire de probabilisme de la finance. Donc je pense qu'on est à l'aube là d'une remise en cause très très importante. Merci. Oui, dernière question. Oui, et dans cette question, je posais ou un éclaircissement à Marc Lambier, dont j'ai beaucoup apprécié la communication, parce que je m'intéresse aussi à cette question du droit et de la jurisprudence. Et je voudrais revenir sur cette notion non développée, donc je ne savais pas que vous avez travaillé sur cette question, sur l'idée que la jurisprudence procède par singularité. Alors, qu'est-ce qu'il entend d'abord par jurisprudence? Est-ce que c'est le travail des juges, un tribunal dans le sens, par exemple? Et cette notion que j'ai du mal à comprendre aussi, c'est la notion de prolongement de singularité. Alors, est-ce que ça renvoie à cette idée de répétition créative opposée à... Donc, moi, pour avoir... et la question que je me pose, en fait, c'est la question de l'apprentissage. C'est-à-dire,
est-ce que lorsqu'il y a une jurisprudence qui se crée de cette façon, ça va réduire les litiges et les gens qui sont en litige vont réussir à s'accorder, puisque la jurisprudence va dire que donc, on n'a pas besoin de recourir aux tribunaux. C'est ce que j'ai pu observer dans un corpus de décisions de jurisprudence que j'analyse sur les litiges en matière de mention de salariés. Et effectivement, on a affaire à beaucoup de singularités au départ, des cas qui sont très singuliers parce qu'ils n'ont pas été réglés avant par des mécanismes de transaction. Et au fur et à mesure, le nombre de litiges diminue parce que, de certaine façon, c'est comme ça que j'interprète la jurisprudence, c'est stabilisé. Donc, ma question, c'est celle de l'apprentissage, en fait. Oui, alors, deux éléments de réponse. Deleuze n'a jamais écrit un bouquin sur le droit, mais cette notion de jurisprudence, elle est là dans plein de conférences, de petits entretiens, de textes, de 53 à 94. Il y a un ou deux bouquins qui font que je pourrais t'envoyer. Parce que... Oui, je veux bien, ouais. Et dans l'abécédaire, dans le parler, voilà. Et après, effectivement, cette question, enfin, la toute petite citation, la vie, virgule, c'est au cas par cas. Oui. C'est vraiment cette question de la casuistique. Il écrit contre une philosophie des droits de l'homme englobante, en disant non, mais. Et d'où son idée derrière de dire, mais finalement, on a besoin plus d'usagers que de comité d'éthique. Alors après, on peut discuter ce qu'on met derrière, mais... Donc, je pense que l'effort, il n'est pas tant de dire est-ce qu'on peut se séparer d'un tribunal d'instance ou quoi que ce soit. En tout cas, dans ce que j'ai lu de Deleuze, et j'en ai pas lu sans doute assez, parce que c'est tellement protéiforme que mon voisin en sait sans doute bien davantage que moi sur le sujet. Mais sur cette question de jurisprudence, Deleuze est étonnamment, il n'a jamais bougé quoi. En 40 ans d'écriture, c'est une des notions qui n'est jamais et qui s'intéresse, enfin qui en fait, il faut avoir une super connaissance de l'histoire de la philosophie pour comprendre ce que dit Deleuze. Je pense qu'il écrit contre une forme de cartésianisme un peu trop rigidifié. Et donc voilà, c'est le rapport au processus et le dynamisme et ce genre de choses. Il ne faut pas non plus surinterpréter. Après, moi, j'en ai un usage un peu forcé peut-être. Mais bon, ça sert à mes intérêts.